une vieille dame a été expulsée du supermarché. Ce que le propriétaire a fait ensuite, l'a laissée sans voix. Le bruit des étagères vides résonne plus fort que le tintement des pièces à la caisse. Jean Dupont, 55 ans, propriétaire du supermarché Dupont, observait son empire s'effondrer, une boîte après l'autre. Qui aurait pu imaginer que l'héritage de 3 générations puisse être si fragile? Jean parcourut l'allée principale, ses pas résonnant sur le sol en linoléum usé. Des affiches décolorées annonçaient des promotions d'il y a plusieurs mois, un triste rappel des temps d'abondance. Il s'arrêta devant le portrait de son père, Antoine Dupont, fondateur du magasin. Les yeux du vieil homme semblèrent le suivre, chargés de déception. « Tu as oublié ce qui est vraiment important, mon fils. » La voix d'Antoine résonna dans sa mémoire, des mots de leur dernière conversation. Jean ferma les yeux, essayant de chasser le souvenir, mais il l'enveloppait comme une brume persistante. 5 ans plus tôt, le supermarché Dupont était le cœur battant de la communauté. Antoine, alors âgé de 75 ans, supervisait encore les opérations quotidiennes, saluant chaque client par son nom. Jean, impatient de moderniser l'entreprise, poussait pour des changements. « Faire, nous devons réduire les coûts », argumenta Jean un après-midi particulièrement tendu. « Ces dons à l'église, les comptes que nous laissons traîner, ça nous coule. » Antoine regarda son fils avec un mélange de tristesse et de déception. « Jean, ce supermarché n'est pas qu'une entreprise. C'est le centre de notre communauté. Quand nous aidons nos voisins, ils nous aident en retour. »« C'est du sentimentalisme dépassé, » rétorqua Jean, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait souhaité. « Si nous continuons ainsi, bientôt il n'y aura plus de supermarché pour personne. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine, les épaules affaissées, semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques secondes. « Tu as encore beaucoup à apprendre sur la vraie valeur des choses, mon fils. » Ce furent les derniers mots qu'ils échangèrent. Le lendemain matin, Antoine subit une crise cardiaque foudroyante, laissant Jean avec le poids du regret et une entreprise qu'il pensait savoir gérer. Revenant au présent, Jean soupira profondément. Les mots de son père semblaient maintenant prophétiques. Au cours des dernières années, il avait mis en œuvre tous les changements qu'il jugeait nécessaires. Il avait coupé les dons, resserré les politiques de crédit, réduit le personnel. Le résultat? Un supermarché plus efficace sur le papier, mais vide d'âme et de clients. Le coup final vint il y a 6 mois, avec l'arrivée du Maxi Marché, une chaîne nationale de supermarchés. Son slogan des prix bas tous les jours était comme un glas pour les petits commerçants de la ville. Un par un, les magasins familiaux fermèrent leurs portes, incapables de rivaliser avec les prix agressifs et la variété écrasante du géant de la distribution. Jean résistait, mais savait que Sceaux était une bataille perdue. Ses clients fidèles, ceux que son père avait cultivés pendant des décennies, étaient maintenant attirés par les offres alléchantes et les vastes allées du Maxi-Marché. Chaque semaine, il voyait son chiffre d'affaires diminuer, tandis que les dettes s'accumulaient. Passant par la section fruits et légumes, autrefois la fierté du supermarché Dupont avec ses produits frais de la région, Jean remarqua les étagères à moitié vides. Les agriculteurs locaux, que son père valorisait tant, préféraient maintenant vendre leur production au Maxi-Marché, qui payait plus et achetait en plus grande quantité. À la caisse, Madame Clotilde, employée depuis plus de 30 ans, lança un regard inquiet à Jean. Elle était l'une des rares à rester de l'ancienne équipe. La plupart avaient été licenciés ou étaient partis volontairement ces dernières années. « Monsieur Jean, » appela-t-elle doucement, « que allons-nous faire? J'ai entendu dire que la boucherie de Monsieur Manuel a fermé hier. » Jean força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, ne vous inquiétez pas, Madame Clotilde. Nous trouverons une solution. » Les mots sonnaient creux même à lui-même. Entrant dans son petit bureau à l'arrière du magasin, Jean se vit entouré de piles de factures et de notifications de retard. Son regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau, lui et son fils Pierre, souriant devant le supermarché le jour où Jean avait officiellement pris la direction. Une autre relation qu'il avait négligée au nom des affaires. Jean prit le téléphone, ses doigts flottant au-dessus des numéros. Combien de fois au cours des derniers mois avait-il envisagé d'appeler Pierre, de demander de l'aide, des conseils ou simplement d'entendre la voix de son fils? Mais la fierté l'en empêchait toujours. Comment pourrait-il admettre qu'il avait échoué si spectaculairement? Le son strident de la cloche de la porte principale le tira de ses pensées.
Se levant, Jean se prépara pour une autre journée de lutte contre l'inévitable. Alors qu'il retournait dans le magasin, une voix murmura dans son esprit, étrangement semblable à celle de son père, « Il n'est jamais trop tard pour se rappeler ce qui compte vraiment. » La journée S étirait lentement au supermarché du pont. Jean observait le maigre mouvement des clients, chaque tintement de la caisse enregistreuse résonnant comme une petite victoire contre le silence oppressant du magasin. C'est alors qu'elle entra. Une dame aux cheveux gris, des pas hésitants et un regard mêlant détermination et inquiétude. Maria Rousseau, 68 ans, était une figure bien connue du quartier, veuve depuis 5 ans. Elle élevait seule sa petite fille, Sophie, une fillette de 10 ans dont la santé fragile préoccupait constamment la communauté. Jean l'observa tandis qu'elle parcourait les allées, consultant une liste froissée et plaçant des articles soigneusement dans son panier. À la caisse, Claire, une des employées les plus récentes, servait avec une efficacité mécanique. À 25 ans, mère célibataire d'un garçon de 3 ans, Claire portait le poids du monde sur ses épaules. Les cernes profonds et le regard distant racontaient l'histoire de nuits blanches et de préoccupations constantes. Maria s'approcha de la caisse, posant son panier sur le comptoir. Tandis que Claire passait les articles, Jean remarqua le regard anxieux de Maria, ses doigts serrant nerveusement la sangle usée de son sac. « Ça fait 87,50 €, madame », annonça Claire, sa voix monotone. Maria acquiesça, respirant profondément, et tendit une carte de débit usée. Claire la passa dans la machine 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque tentative, le visage de Maria devenait plus pâle. « Tes soldes insuffisants », déclara froidement Claire en rendant la carte. « Mais ce n'est pas possible », balbutia Maria, ses mains tremblant légèrement. « J'ai vérifié ce matin. Il doit y avoir une erreur. » Claire soupira, l'impatience évidente dans sa voix. « Madame, il n'y a pas d'erreur. Votre carte a été refusée. Avez-vous un autre moyen de paiement ?» Maria fouilla dans son sac, le désespoir croissant dans ses mouvements. « Je dois avoir quelque chose ici. S'il vous plaît, juste un moment. » La file derrière elle commençait à s'allonger, des murmures de mécontentement résonnant dans l'allée. Claire regarda sa montre, son irritation augmentant à chaque seconde. « Madame, nous ne pouvons pas rester ici toute la journée. Si vous ne pouvez pas payer, vous devrez laisser vos achats. » Les mots de Claire tombèrent comme un marteau, résonnant dans le magasin presque vide. Maria regarda les articles dans le sac, du lait, du pain, des fruits, et un petit flacon de médicaments, ses besoins essentiels et ceux de Sophie exposés à tous. « S'il vous plaît, » implora Maria, sa voix presque un murmure. « Ma petite fille, elle a besoin de ce médicament. Je ne peux pas rentrer à la maison sans lui. » Claire hésita un instant, un éclair d'empathie traversant son visage. Mais bientôt, le masque d'efficacité revint. « Je suis désolé, mais les règles sont les règles. Pas de paiement, pas de marchandises. » Jean observait la scène se dérouler, sentant un nœud se former dans son estomac. Une partie de lui voulait intervenir, offrir de l'aide. Mais une autre partie, celle qui avait géré le supermarché ces dernières années, lui rappelait les factures à payer, les étagères vides, l'avenir incertain. « Il n'y a rien que nous puissions faire ?» demanda Maria, des larmes se formant dans ses yeux. Claire secoua la tête, évitant le regard de la dame. « Je suis désolé, mais non. Je vais devoir vous demander de sortir. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et définitifs. Maria, le dos courbé sous le poids de la honte et de l'inquiétude, commença à s'éloigner de la caisse. Ses pas étaient lents, comme si chaque mouvement, elle, éloignait non seulement des achats nécessaires, mais aussi de sa dignité. Jean sentit une pression dans sa poitrine. La voix de son père résonna dans son esprit. Ce supermarché n'est pas qu'une entreprise. C'est le centre de notre communauté. Il fit un pas en avant, prêt à intervenir, à faire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant qu'il ne puisse agir, Maria trébucha. Peut-être était-ce le poids de la situation, peut-être un simple accident. Ses achats se répandirent sur le sol, le flacon de médicaments roulant jusqu'à s'arrêter aux pieds de Jean. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Jean, le propriétaire du supermarché, le fils d'Antoine Dupont. À ce moment-là, il ne voyait pas seulement Maria, une cliente en difficulté. Il voyait sa propre mère, qui avait affronté des temps difficiles après la mort d'Antoine. Il voyait son père, qui aurait tendu la main sans hésiter. La décision que Jean prendrait dans les secondes suivantes
ne concernerait pas seulement un achat impayé. Elle concernerait le type d'homme qu'il était, le type d'entreprise qu'il voulait diriger et l'héritage qu'il voulait laisser. Le flacon de médicaments à ses pieds semblait peser une tonne. Jean se pencha lentement, le ramassant avec précaution, comme s'il était fait de cristal. Ses yeux rencontrèrent ceux de Maria, pleins de larmes et de honte. À ce moment-là, une avalanche de souvenirs le submergea. Il se souvint de sa mère, Hélène, dans les mois qui suivirent la mort d'Antoine. Comment elle luttait pour garder sa contenance, pour continuer à être le pilier de la famille alors que son monde s'effondrait. Jean était tellement concentré sur sauver l'entreprise qu'il avait à peine remarqué à quel point elle avait besoin de soutien. Un souvenir en particulier le frappa avec force. Était un dimanche après-midi, environ 3 mois après le décès d'Antoine. Jean avait passé toute la journée au supermarché, faisant l'inventaire et planifiant des réductions de coûts. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, il trouva sa mère assise sur la véranda, regardant dans le vide, une tasse de thé froide entre ses mains. « Maman !» appela-t-il doucement. Hélène leva les yeux vers lui, ses yeux rouges et gonflés. « Je ne t'ai pas entendu arriver. »« Tout va bien ?» demanda-t-il, sachant que était une question idiote. Elle força un faible sourire. « Bien sûr, mon chéri. Je pensais juste à ton père. Tu sais, aujourd'hui, ça fait 3 mois. » Jean se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il avait complètement oublié. Tellement concentré sur les chiffres et les feuilles de calcul, il avait négligé le deuil de sa propre mère. « Maman, commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Hélène prit sa main. « C'est bon, Jean. Je sais que tu fais de ton mieux. Ton père serait fier, mais Jean savait, au fond de lui, que son père ne serait pas fier. Pas de ce Jean qui priorisait l'entreprise au-dessus de tout, même de la famille. » Revenant au présent, Jean regarda à nouveau Maria. Il voyait en elle non seulement une cliente en difficulté, mais toutes les personnes que son père avait aidées au fil des ans. Des personnes qui formaient le tissu de la communauté que le supermarché Dupont avait servi pendant si longtemps. « Madame Maria, dit Jean, sa voix étonnamment ferme, veuillez me suivre jusqu'à mon bureau. » Les regards de surprise de Claire et des autres clients le suivirent tandis qu'il guidait gentiment Maria vers l'arrière du magasin. Une fois dans le petit bureau, Jean ferma la porte et indiqua une chaise à Maria. « Madame Maria, commença-t-il, je suis désolé pour ce qui s'est passé dehors. Cela n'aurait pas dû arriver. » Maria, encore légèrement tremblante, le regarda avec un mélange de confusion et d'espoir. « Monsieur Jean, je vous jure que je pensais avoir de l'argent sur le compte. »« Je n'ai jamais. » Jean leva la main, l'interrompant doucement. « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Nous traversons tous des moments difficiles. » Il fit une pause, respirant profondément. « Jean, je veux que vous emportiez vos courses chez vous. »« Sans frais. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Mais je ne peux pas accepter ça. C'est trop de gentillesse de votre part. Mais ce n'est pas de la gentillesse, Madame Maria. C'est ce qui aurait dû être fait depuis le début. » Jean sourit, sentant un poids quitter ses épaules. « Mon père disait toujours que ce supermarché était plus qu'une entreprise. C'était une partie de la communauté. Je pense que je l'avais oublié pendant un certain temps. » Des larmes coulèrent sur les joues de Maria. « Votre père était un homme bon, monsieur Jean. Il a aidé beaucoup de gens ici. » Jean acquiesça, sentant ses propres yeux s'humidifier. « Oui, elle était. Et il est temps que j'honore son héritage. » Tandis qu'il accompagnait Maria de retour à la caisse, Jean sentit quelque chose changer en lui. La décision d'aider Maria n'était pas seulement une question d'achat. Ça était une question de redécouvrir le but du supermarché Dupont et peut-être, dans le processus, de se redécouvrir lui-même. Claire regardait, bouche bée, tandis que Jean emballait personnellement les courses de Maria. « À partir d'aujourd'hui, » annonça-t-il à tous les présents, « nous allons reprendre certaines des anciennes politiques du supermarché Dupont. Si quelqu'un traverse des difficultés, n'hésitez pas à venir me voir. Nous trouverons une solution ensemble. » Tandis que Maria quittait le magasin, ses courses en sécurité dans ses bras et un sourire reconnaissant sur son visage, Jean ressentit une vague de détermination. Il savait que les défis à venir étaient énormes. Le maxi-marché était toujours là dehors, les factures devaient encore être payées. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Ce soir-là, en fermant le magasin, Jean s'arrêta devant le portrait de son père. « Merci, papa, » murmura-t-il. « Je pense que j'ai enfin compris ce que tu essayais de m'enseigner. »
Le lendemain matin, Jean se réveilla avec un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les préoccupations financières étaient toujours là, bien sûr. Mais il y avait maintenant quelque chose de plus, une étincelle d'espoir, un rappel de la véritable signification derrière le supermarché du pont. Décidé à mieux comprendre la situation de Maria et peut-être à aider davantage, Jean ferma le magasin pendant 1 heure à l'heure du déjeuner et se rendit à l'adresse qu'il avait discrètement notée dans les registres du supermarché. Le quartier où Maria vivait était modeste, avec des maisons simples mais bien entretenues. Jean se gara devant une petite maison bleue avec un minuscule jardin, mais plein de fleurs colorées. Il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Maria ouvrit, la surprise évidente sur son visage en voyant Jean. « Monsieur Jean, que faites-vous ici ?» Jean sourit, essayant d'avoir l'air aussi amical que possible. « Madame Maria, j'espère que je ne dérange pas. Je voulais voir comment vous et votre petite fille alliez après hier. » Maria hésita un instant, mais son visage se radoucit ensuite. « S'il vous plaît, entrez. C'est très gentil de votre part de vous inquiéter. » L'intérieur de la maison était accueillant, avec des meubles usés mais propres, et plusieurs photos sur les murs. Jean remarqua immédiatement une fillette d'environ 10 ans, assise sur le canapé, feuilletant un livre. Elle leva les yeux, curieuse. « Sophie, ma chérie, » appela Maria. « C'est Monsieur Jean du supermarché. » Sophie sourit timidement. « Bonjour, Monsieur Jean. » Jean s'approcha, remarquant à quel point la fillette semblait pâle. « Bonjour, Sophie. »« Enchanté de te rencontrer. » Maria offrit du café à Jean, qu'il accepta poliment. Pendant qu'elle allait à la cuisine, Jean s'assit dans un fauteuil près du canapé. « Alors, Sophie, quel livre lis-tu » demanda-t-il, essayant d'engager la conversation. Sophie leva le livre, montrant la couverture. « C'est sur les planètes. Je veux être astronome quand je serai grande. » Jean sourit, impressionné par l'éclat dans les yeux de la fillette en parlant de son rêve. « Waouh, c'est incroyable! Quelle est ton planète préférée ?»« Saturne, » répondit Sophie sans hésiter. « À cause des anneaux. Saviez-vous qu'ils sont principalement faits de glace et de poussière ?» Avant que Jean ne puisse répondre, Sophie fut interrompue par une forte toux. Elle attrapa rapidement un mouchoir, couvrant sa bouche. Jean remarqua l'inquiétude dans les yeux de Maria, qui revenait avec le café. « Sophie, ma chérie, as-tu pris ton médicament ?» demanda doucement Maria. La fillette acquiesça, toussant encore un peu. « Oui, mamie. »« Désolé, monsieur Jean. » Jean secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, Sophie. J'espère que tu te sens mieux. » Maria s'assit à côté de sa petite fille, passant affectueusement la main dans les cheveux de la fillette. « Sophie a une condition respiratoire chronique, » expliqua-t-elle à Jean. « Les médecins essaient encore de déterminer exactement ce que c'est. Mais en attendant, elle a besoin de médicaments constants. » Jean sentit un nœud dans sa gorge. Il comprenait maintenant encore mieux le désespoir de Maria la veille. « Oh, je suis désolé d'entendre ça. Ça doit être difficile. » Maria acquiesça, ses yeux embués de larmes. « Ça a été un défi. Après que mon mari soit décédé, les choses sont devenues encore plus compliquées. Mais nous faisons de notre mieux, n'est-ce pas, Sophie ?» Sophie sourit courageusement. « Et un jour, je serai une astronome célèbre et j'achèterai une grande maison pour nous deux. » Jean ne put s'empêcher de sourire devant la détermination de la fillette. Mais son cœur se serra en pensant aux obstacles qu'elle devait affronter. « Madame Maria, » commença Jean hésitant, « je sais que ce n'est pas mes affaires, mais y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Avec les médicaments de Sophie, peut-être ?» Maria parut surprise par l'offre. « Oh, monsieur Jean, vous avez déjà fait tellement hier. Je ne pourrais pas accepter plus. » Jean insista gentiment. « S'il vous plaît, ne pensez pas à cela comme de la charité. Pensez-y comme une communauté qui s'unit. Mon père disait toujours que nous étions plus qu'un supermarché. Nous faisions partie de la vie des gens. » Maria resta silencieuse un moment, clairement en conflit. Sophie regarda sa grand-mère, puis Jean. « Mamie dit toujours que nous ne devons pas avoir honte d'accepter de l'aide quand nous en avons besoin, » dit-elle sagement. Jean sourit à Sophie. « Ta grand-mère est une femme très sage. » Enfin, Maria acquiesça, les larmes aux yeux. « Monsieur Jean, je ne sais pas comment vous remercier. Sophie doit passer une nouvelle série d'examens bientôt, et je m'inquiétais de comment nous allions payer. »« Vous n'avez pas besoin de remercier, » répondit Jean, sentant une vague d'émotion.
C'est ce que mon père aurait fait. Pendant qu'ils discutaient des détails pratiques de l'aide, Jean ne put s'empêcher de remarquer comment la maison, bien que modeste, était pleine d'amour. Des photos de Sophie à différents âges ornent les murs, accompagnées de dessins et de petits trophées scolaires. Sophie est très talentueuse, commenta Maria suivant le regard de Jean. Elle obtient toujours les meilleures notes à l'école, même quand elle doit manquer à cause de sa santé. Sophie rougit devant le compliment. Mamie m'aide beaucoup. Elle lit toujours avec moi et m'aide avec mes devoirs. Jean ressentit une pointe de culpabilité en pensant à son propre fils, Pierre. Combien de fois avait-il manqué des moments comme celui-ci, enterré dans le travail et les préoccupations? Lorsqu'il fut temps de partir, Jean se sentit transformé. La visite à Maria et Sophie N n'était pas seulement une question d'aide financière. C'était un rappel vivant de l'impact que ses actions pouvaient avoir sur la vie des gens. « Merci d'être venu, monsieur Jean, » dit Sophie, lui donnant un câlin surprenant. « Vous avez fait sourire mamie pour de vrai aujourd'hui. » Jean sentit un nœud dans la gorge. « Le plaisir était pour moi, Sophie. Continue de rêver aux étoiles, d'accord ?» Tandis qu'il conduisait de retour au supermarché, Jean savait qu'il avait encore beaucoup de travail devant lui. Mais désormais, il avait un but renouvelé. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir l'entreprise en marche. Il s'agissait de faire une différence, une personne à la fois, tout comme son père l'avait toujours fait. Jean s'assit dans son bureau, la calculatrice devant lui et une pile de papiers éparpillés sur la table. Les chiffres ne mentaient pas, et l'histoire qu'il racontait était sombre. Le supermarché Dupont fonctionnait dans le rouge depuis des mois, et l'aide offerte à Maria et Sophie, bien que moralement correcte, avait creusé le trou financier. Soupirant, Jean se frotta les tempes, sentant le poids des décisions qu'il devait prendre. L'image de Sophie, avec ses rêves de devenir astronome, et le regard reconnaissant de Maria ne quittait pas son esprit. Comment pouvait-il équilibrer le désir d'aider avec la nécessité de maintenir l'entreprise en marche? Résolu à trouver une solution, Jean commença à revoir chaque aspect des opérations du supermarché. Il savait qu'il devait être créatif s'il voulait mettre en œuvre une politique de dons sans mener l'entreprise à la faillite. Après des heures d'analyse, Jean arriva à une conclusion. Il devait restructurer complètement la façon dont le supermarché fonctionnait. Il prit une feuille blanche et commença à esquisser un plan. Ses idées affluaient rapidement, chacune se connectant à l'autre comme les pièces d'un puzzle. Il visualisait un supermarché rénové, profondément enraciné dans la communauté. Tout d'abord, il pensa à renouer les anciens partenariats avec les producteurs locaux. Il offrirait des prix justes et une garantie d'achat, renforçant l'économie locale et garantissant des produits frais pour ses clients. Cela le conduisit naturellement à l'idée d'un programme de fidélité innovant, où les points accumulés par les clients pourraient être convertis en dons pour les familles dans le besoin, impliquant toute la communauté dans l'effort d'entraide. La question du gaspillage occupa également ses pensées. Jean imagina un système de réduction pour les produits proches de la date de péremption, une solution qui bénéficierait à la fois aux supermarchés et aux clients au budget plus serré. Mais Jean savait qu'aucun de ces changements ne serait efficace sans l'engagement de son équipe. Il fit une note mentale pour mettre en place un programme de formation complet, éduquant les employés sur la nouvelle philosophie du supermarché et soulignant l'importance d'un service véritablement humain. Enfin, Jean reconnut la nécessité de communiquer ces changements à la communauté. Une campagne de marketing axée sur les initiatives sociales du supermarché attirerait non seulement des clients conscients, mais inspirerait également d'autres entreprises locales à suivre l'exemple. Le lendemain matin, Jean réunit ses employés avant l'ouverture du magasin. Regardant les visages familiers, y compris celui de Claire, qui semblait particulièrement appréhensive, il respira profondément. « Merci d'être venu plus tôt aujourd'hui. Nous avons beaucoup à discuter, » commença Jean. « Comme vous le savez, nous traversons des moments difficiles. Mais je crois avoir trouvé un chemin pour aller de l'avant. Un chemin qui honore l'héritage de mon père et sert notre communauté. » Il expliqua ensuite son plan, soulignant l'importance de chaque employé dans cette nouvelle approche. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un moment de silence. Claire fut la première à parler. « Monsieur Jean, ça a l'air génial, mais comment allons-nous concurrencer les prix du maxi-marché en faisant tout ça ?» Jean acquiesça, reconnaissant la préoccupation légitime. «
Nous n'allons pas concurrencer leur prix, Claire. Nous allons offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas, un véritable sens de la communauté et du soin. Petit à petit, les employés commencèrent à s'enthousiasmer pour l'idée. Des idées et des suggestions furent partagées, et Jean ressentit une vague d'optimisme envahir l'équipe. Dans les semaines qui suivirent, le supermarché Dupont subit une transformation. Jean travailla sans relâche, négociant avec les fournisseurs locaux, redessinant la disposition du magasin pour mettre en valeur les produits régionaux et mettant en place le nouveau programme de fidélité. Le changement le plus visible fut la création d'un coin de la communauté près de l'entrée du magasin. Là, les clients pouvaient laisser des dons, obtenir des informations sur les programmes d'assistance locaux et même offrir des services bénévoles. Au début, les résultats furent mitigés. Certains clients accueillirent avec enthousiasme les changements, tandis que d'autres, attirés par les bas prix, continuaient de migrer vers le maxi-marché. Les finances du supermarché restaient serrées et Jean se retrouvait souvent éveillé tard dans la nuit, inquiet de savoir s'il avait pris la bonne décision. Mais ensuite, peu à peu, les choses commencèrent à changer. Les anciens clients commencèrent à revenir, attirés par l'atmosphère renouvelée et le sens du but du supermarché. De nouveaux visages apparurent, ayant entendu parler des initiatives communautaires. Un jour, alors qu'il réapprovisionnait les étagères, Jean entendit une conversation entre deux clientes. « Tu sais, je pourrais économiser quelques euros en allant au maxi-marché, » dit l'une d'elles. « Ah mais ici, je sens que mon argent fait plus que simplement acheter de la nourriture, et il fait une différence dans la vie des gens. » Jean sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Peut-être, juste peut-être, était-il sur la bonne voie. À la fin du premier mois après les changements, Jean examina les chiffres. Bien qu'il ne soit pas encore dans le vert, la tendance à la baisse avait été interrompue. Plus importante encore, le supermarché avait réussi à aider 5 familles ayant des besoins médicaux urgents, y compris Maria et Sophie. Regardant le portrait de son père, Jean ressentit un mélange de fierté et de détermination. Le chemin à parcourir était encore long et incertain, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il honorait véritablement l'héritage d'Antoine Dupont. La cloche de la porte du supermarché tinta, annonçant l'entrée d'un client supplémentaire. Jean, occupé à organiser la nouvelle section de produits biologiques, leva automatiquement les yeux pour saluer le nouvel arrivant. Les mots, cependant, moururent dans sa gorge. Là, debout à l'entrée, se tenait Pierre, son fils. Le même fils qu'il n'avait pas vu en personne depuis presque 3 ans. Pendant un moment, le temps sembla se figer. Pierre, maintenant âgé de 30 ans, semblait plus vieux que Jean ne se souvenait. Il y avait une tension dans ses épaules, une prudence dans ses yeux qui parlait d'années de distance et de mots non dits. « Salut, papa !» dit enfin Pierre. Sa voix un mélange de nervosité et de détermination. Jean avala difficilement, essayant de trouver les mots justes. « Pierre, quelle surprise !»« C'est bon de te voir. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'années de malentendus et d'opportunités perdues. Jean se souvint vivement de la dernière fois qu'ils s'étaient vus, une dispute houleuse qui avait entraîné le éloignement de Pierre. C'était un dimanche après-midi, environ 6 mois après la mort d'Antoine. Jean était dans le bureau du supermarché, plongé dans des feuilles de calcul et des rapports financiers, lorsque Pierre entra. « Papa, tu avais promis que nous déjeunerions ensemble aujourd'hui, » dit Pierre, la déception évidente dans sa voix. Jean regarda sa montre, surpris de voir qu'il était déjà plus de 3 heures de l'après-midi. « Désolé, mon fils, j'ai perdu la notion du temps. Nous pouvons reprogrammer pour... » « Non, papa, » interrompit Pierre, la frustration grandissant. « Nous ne pouvons pas simplement reprogrammer. C'est toujours comme ça. Le supermarché passe toujours en premier. » Jean sentit l'irritation monter. « Pierre, tu ne comprends pas. Depuis que ton grand-père est décédé, les choses ont été difficiles. Je dois me consacrer pleinement à faire fonctionner l'entreprise. »« Et qu'en est-il de se consacrer à ta famille ?» rétorqua Pierre. Grand-père disait toujours que le supermarché était là pour servir la communauté, pas pour consommer nos vies. Les mots frappèrent Jean comme une gifle. « Ne te sers pas de ton grand-père contre moi. Je fais de mon mieux pour préserver son héritage. »« Non, papa, » dit Pierre, sa voix maintenant plus triste que fâchée. « Bayrou est en train de détruire son héritage. Grand-père n'aurait jamais mis les profits au-dessus des gens. Il n'aurait jamais oublié sa propre famille,
à cause de chiffres sur une feuille de calcul. Sur ces mots, Pierre sortit, laissant Jean seul avec ses pensées et ses regrets. Dans les mois et les années qui suivirent, leurs interactions se limitèrent à de brefs appels téléphoniques, lors des fêtes, et à des messages textes occasionnels. Maintenant, regardant son fils dans le supermarché, Jean ressentit le poids de toutes ces années perdues. « Pierre, commença-t-il, hésitant, veux-tu prendre un café? Nous pouvons parler dans mon bureau. » Pierre acquiesça, suivant son père jusqu'à l'arrière du magasin. Le petit bureau était différent de ce dont il se souvenait. Là où il n'y avait autrefois que des feuilles de calcul et des rapports, il y avait maintenant des photos de la communauté, des dessins d'enfants et un grand tableau avec des idées pour des projets sociaux. Jean prépara 2 tasses de café en silence, en tendant une à Pierre avant de s'asseoir. « Alors, dit-il, essayant de garder la voix ferme, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Pierre prit une gorgée de café avant de répondre. « J'ai entendu des rumeurs sur des changements au supermarché. Les gens en ville parlent de comment tu as aidé des familles dans le besoin, des partenariats avec des producteurs locaux. » Il fit une pause, regardant directement dans les yeux de son père. « Je voulais voir par moi-même si c'était vrai. » Jean ressentit un mélange de fierté et de honte. « Ah ben c'est vrai. Ces derniers mois, j'ai essayé de faire les choses différemment, comme ton grand-père l'aurait fait. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Pierre, sa voix un mélange de curiosité et de scepticisme. Jean soupira, posant sa tasse sur la table. « Et tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là ? » « Que je détruisais l'héritage de ton grand-père. » Pierre acquiesça silencieusement. « Tu avais raison. J'avais perdu mon chemin, Pierre. Charles était tellement obsédé par le fait de faire fonctionner l'entreprise que j'avais oublié pourquoi elle existait en premier lieu. » Il raconta ensuite à Pierre l'histoire de Maria et Sophie, de l'épiphanie qu'il avait eue en voyant le désespoir dans les yeux de la vieille dame, des changements qu'il avait mis en place dans le supermarché et des défis qu'il devait encore relever. À mesure que Jean parlait, l'expression de Pierre s'adoucissait. Lorsque son père termina, il y avait des larmes dans les yeux de tous les deux. « Papa, dit Pierre, sa voix étranglée, je ne vais pas mentir. Une partie de moi est encore blessée par tout ce qui s'est passé. Mais je suis fier de toi. Pour essayer, pour changer. » Jean sentit comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. « Fils, je suis désolé pour tout. Je sais que j'ai perdu beaucoup de choses, que je t'ai déçu, toi et ta mère, tant de fois. Si je pouvais revenir en arrière. »« Nous ne pouvons pas revenir en arrière, papa, » interrompit gentiment Pierre. « Mais nous pouvons aller de l'avant. Ensemble, si tu le veux. » Jean regarda son fils, voyant en lui non seulement le garçon qu'il avait négligé, mais l'homme qu'il était devenu. « Je le veux, Pierre. » Plus que tout, Pierre se leva, tendant la main à son père. Jean la prit, l'attirant dans une étreinte serrée. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, père et fils, commençant à reconstruire les ponts qui avaient été brisés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Pierre regarda à nouveau autour du bureau. « Alors, papa, raconte-moi davantage sur ces projets communautaires. Comment puis-je aider ?» Jean sourit, ressentant une vague d'espoir et de gratitude. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais avec Pierre à ses côtés, il se sentait prêt à relever n'importe quel défi. « Eh bien, commença-t-il, tout a commencé avec une dame nommée Maria et sa petite-fille Sophie. » Les jours qui suivirent la réconciliation de Jean et Pierre furent marqués par un mélange d'optimisme prudent et de tension voilée. Pierre avait décidé de rester en ville pendant quelques semaines, aidant au supermarché et apprenant mieux les nouvelles initiatives de son père. Un matin particulièrement chargé, Jean observait Pierre interagir avec les clients. Son fils avait un don naturel avec les gens, quelque chose qui rappelait beaucoup son grand-père. Cependant, lorsqu'il s'agissait des opérations quotidiennes, les différences entre père et fils devenaient évidentes. « Papa, pourquoi achetons-nous encore ces produits industrialisés ?» questionna Pierre, pointant une étagère de conserve. « Je pensais que le focus était maintenant sur les aliments locaux et plus sains. » Jean soupira, sentant le début d'un mal de tête. « Pierre, nous ne pouvons pas simplement tout éliminer d'un coup. Beaucoup de nos clients dépendent encore de ces produits. Mais ne perpétuons-nous pas de mauvaises habitudes alimentaires ?» insista Pierre. Grand-père disait toujours que nous avions une responsabilité envers la santé de la communauté. La mention d'Antoine fit se raidir Jean. Ton grand-père comprenait aussi l'importance de équilibrer les idéaux
avec la réalité financière, répliqua-t-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Le silence qui suivit fut tendu. Pierre s'éloigna, murmurant quelque chose sur la vérification du stock, laissant Jean avec un sentiment familier de frustration et de regret. Plus tard dans la journée, alors que Jean examinait les comptes dans le bureau, Pierre entra portant une pile de dépliants. « Papa, j'ai eu une idée pour attirer plus de clients vers nos initiatives communautaires, » commença-t-il enthousiaste. « Nous pourrions organiser une foire de la santé ici sur le parking. Faire venir des médecins bénévoles, des nutritionnistes. » Jean regarda les chiffres devant lui et sentit son estomac se nouer. « Pierre, ça a l'air génial, mais nous n'avons pas le budget pour ça maintenant. Nous avons du mal à garder les portes ouvertes. » L'expression de Pierre passa de l'enthousiasme à la déception, puis à quelque chose qui ressemblait beaucoup à la frustration que Jean avait vue des années auparavant. « Papa, parfois il faut investir pour grandir. Nous ne pouvons pas rester coincés dans la peur. »« Ce n'est pas de la peur, Pierre, c'est de la responsabilité, » répondit Jean, sentant l'irritation monter. « J'ai des employés qui dépendent de ces salaires, des factures à payer. Je ne peux pas simplement ignorer ça pour un rêve. »« Un rêve ?» Pierre répéta incrédule. « Je pensais que nous essayions de faire une différence dans la communauté. » Ou était-ce juste des paroles en l'air? Les mots frappèrent Jean comme un coup. Il se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Tu n'as aucune idée de la pression que c'est de gérer cet endroit, Pierre. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. » Pierre recula, blessé. « Peut-être que je ne sais pas tout sur la gestion d'un supermarché, papa. Mais je sais que grand-père n'aurait jamais laissé la peur de l'échec l'empêcher de faire ce qui est juste. » Sur ce, Pierre quitta le bureau, laissant Jean seul avec ses pensées tumultueuses. La sensation familière d'avoir déçu son fils pesait sur lui, mêlée à la frustration de sentir que Pierre ne comprenait pas complètement les défis auxquels il faisait face. Cette nuit-là, après la fermeture du magasin, Jean trouva Pierre assis sur les marches à l'arrière du supermarché, regardant les étoiles. « Salut !» dit doucement Jean, s'asseyant à côté de son fils. « Désolé pour plus tôt, je n'aurais pas dû perdre patience. » Pierre acquiesça, regardant toujours le ciel. « Je suis désolé aussi, papa. Je sais que ce n'est pas facile ce que tu essaies de faire ici. » Ils restèrent en silence un moment, l'air frais de la nuit les entourant. « Tu sais, » commença Jean, « ton grand-père avait l'habitude de venir ici la nuit après la fermeture du magasin. Il disait que regarder les étoiles l'aidait à mettre les choses en perspective. » Pierre sourit légèrement. « Je me souviens, il m'a amené ici une fois quand J était petit. Il m'a parlé des constellations et de comment, peu importe à quel point la nuit est sombre, les étoiles sont toujours là. » Jean sentit un nœud dans la gorge. « Pierre, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment, mais j'essaie, vraiment. » Pierre regarda enfin son père. « Je sais, papa, et je veux s'aider. C'est juste, parfois j'ai l'impression que nous tirons dans des directions différentes. » Jean acquiesça, comprenant. « Ah, peut-être. Peut-être que c'est la clé. Tu as l'idéalisme et l'énergie que j'ai perdue au fil des ans, et j'ai l'expérience pour naviguer les défis pratiques. Ensemble, nous pouvons trouver un équilibre. » Pierre sourit, un sourire sincère qui rappelait à Jean quand son fils N était qu'un garçon. « J'aime cette idée, papa. » Un partenariat. Ils restèrent là, père et fils, regardant les étoiles et discutant de l'avenir. Les tensions n'avaient pas complètement disparu, mais il y avait une nouvelle compréhension, une nouvelle volonté de travailler ensemble. Tandis qu'il retournait à l'intérieur, Jean pensa à quel point son père, Antoine, serait fier de voir sa famille et son héritage se réunir à nouveau, affrontant les défis côte à côte. Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Jean d'un sommeil agité. Il tâtonna dans le noir, son cœur s'accélérant en voyant le nom de Maria sur l'identifiant d'appel. « Allô, Maria? Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix rauque de sommeil, mais alerte. La voix de Maria à l'autre bout du fil était tremblante, presque inaudible. « Monsieur Jean, c'est Sophie. Elle ne va pas bien. Nous sommes à l'hôpital. » Jean eut l'impression qu'un seau d'eau glacée avait été versé sur lui. « J'arrive, » dit-il, déjà en train de se lever et de chercher ses vêtements. Dans la chambre d'à côté, Pierre apparut à la porte, alarmé par le bruit. « Ah, papa, que se passe-t-il » « C'est Sophie, la petite fille de Maria.
expliqua rapidement Jean enfilant ses chaussures. Elle est à l'hôpital. Je vais là-bas maintenant. Pierre acquiesça, complètement éveillé. Je viens avec toi. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. Jean agrippait le volant si fort que ses doigts étaient en blanc, tandis que Pierre regardait par la fenêtre, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. À leur arrivée, ils trouvèrent Maria dans la salle d'attente, semblant des années plus vieille, courbée sur elle-même dans une chaise en plastique inconfortable. « Maria » appela doucement Jean, s'approchant. « Comment va-t-elle » Maria leva les yeux, rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. « Oh, monsieur Jean, Pierre, merci d'être venu. Les médecins, ils sont avec elle maintenant. Ils ont dit que c'est une infection grave, que son système immunitaire est trop faible pour la combattre seule. » Jean s'assit à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules. Pierre resta debout, agité, comme s'il voulait faire quelque chose, n'importe quoi, pour aider. Les heures s'étirèrent. Médecins et infirmières passaient en courant, mais les informations étaient rares. Jean se surprit à regarder l'horloge à plusieurs reprises, chaque minute semblant une éternité. Enfin, un médecin s'approcha. Son visage était sérieux, et Jean sentit son cœur se serrer. « Madame Maria » appela le médecin. « Pouvons-nous parler en privé ?» Maria se leva, ses jambes tremblant. « Non, s'il vous plaît. Ils sont aussi de la famille, » dit-elle en désignant Jean et Pierre. « Que s'est-il passé, docteur? Comment va ma Sophie ?» Le médecin acquiesça, compréhensif. « La situation de Sophie est critique. L'infection s'est propagée plus que nous ne le pensions. Elle a besoin d'un traitement intensif, y compris des médicaments qui, sont assez chers. » Jean ressentit le poids de ces mots. Il savait que Maria n'avait pas les moyens de payer des traitements coûteux. Avant qu'il ne puisse réfléchir à deux fois, il s'avança. « Quel est le coût, docteur ?»« Nous ferons ce qu'il faut. » Le médecin hésita, puis mentionna une somme qui fit pâlir Jean. Ça était plus que ce que le supermarché gagnait en un mois entier. Pierre, percevant l'hésitation de son père, intervint. « Ne vous inquiétez pas pour le coup maintenant. L'important est de sauver Sophie. Pouvons-nous commencer le traitement immédiatement ?» Le médecin acquiesça, visiblement soulagé. « Oui, je vais donner les ordres tout de suite. Chaque minute compte. » Tandis que le médecin s'éloignait, Maria se tourna vers Jean et Pierre, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je ne sais pas comment vous remercier. Comment pourrais-je payer ?» Jean l'enlaça doucement. « Ne pensez pas à ça maintenant, Maria. Sophie est la priorité. » Lorsque Maria fut emmenée pour voir Sophie, Jean se retrouva seul avec Pierre dans le couloir de l'hôpital. Le poids de la décision qu'il venait de prendre tomba sur ses épaules comme une tonne de briques. « Pierre, » commença-t-il, sa voix tremblante, « je ne sais pas si nous pouvons nous le permettre. Le supermarché, nous avons du mal à nous maintenir. » Pierre regarda son père, une mélange de compassion et de détermination dans ses yeux. « Papa, tu te souviens de ce que nous avons discuté? À propos de trouver un équilibre, c'est plus grand que des chiffres sur une feuille de calcul. C'est une question de vie. » La vie de Sophie. Jean acquiesça lentement, ressentant une vague d'émotions conflictuelles. Fierté pour le fils qu'il était devenu, peur pour l'avenir incertain, et une profonde certitude que, peu importe le coût, il faisait ce qui était juste. Les heures qui suivirent furent un flou de café froid, de conversations murmurées et de prières silencieuses. Jean se surprit à regarder à plusieurs reprises le portrait de son père qu'il portait toujours dans son portefeuille. « Que ferais-tu, papa ?» murmura-t-il pour lui-même. Ce fut presque à l'aube lorsque le médecin revint, cette fois avec un léger sourire sur le visage. « Sophie a bien réagi au traitement initial, » annonça-t-il. « Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis prudemment optimiste. » Le soulagement qui inonda la salle était palpable. Maria pleura ouvertement, enlaçant Jean et Pierre avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile. Tandis que Maria allait voir Sophie, Jean se retrouva à nouveau seul avec Pierre dans le couloir de l'hôpital. Le soleil levant projetait une lumière dorée à travers les fenêtres, symbolisant un nouvel espoir. « Pierre, » commença Jean, sa voix rauque d'épuisement et d'émotion, « merci pour être là, pour me soutenir dans cette décision. » Pierre sourit, fatigué. « Nous sommes une équipe, papa. C'est ce que font les familles. » Jean ressentit une vague de fierté et d'amour pour son fils. « Car tu sais que cela va compliquer beaucoup les choses pour le supermarché, n'est-ce pas ?»
Il se peut que nous ne puissions pas. Pierre l'interrompit gentiment. Papa, nous allons affronter cela ensemble, un jour à la fois. Grand-père disait toujours que lorsque tu fais ce qui est juste, l'univers trouve un moyen de te récompenser. Jean acquiesça, se souvenant des nombreuses fois où son père avait aidé les gens de la communauté, sacrifiant souvent le profit du supermarché. À l'époque, il ne comprenait pas. Maintenant, regardant Pierre, vers la porte derrière laquelle Sophie luttait pour sa vie, il comprenait enfin. « Tu as raison, dit Jean, posant la main sur l'épaule de son fils. Nous allons faire cela ensemble. Pour Sophie, pour Maria, pour la communauté. C'est ce que ton grand-père aurait fait. » Tandis qu'il retournait à la salle d'attente, Jean ressentit un mélange de épuisement et de détermination. L'avenir était incertain, les défis étaient énormes, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Avec Pierre à ses côtés et l'esprit de son père pour le guider, Jean savait que, d'une manière ou d'une autre, il trouverait un chemin. Le soleil continuait de monter, baignant le couloir de l'hôpital d'une lumière dorée, comme si l'univers lui-même approuvait sa décision. Jean respira profondément, prêt à affronter ce que l'avenir réservait. Les jours qui suivirent l'hospitalisation de Sophie furent une montagne russe, émotion pour tous les impliqués. Jean et Pierre se relayaient entre l'hôpital et le supermarché, essayant de maintenir les deux en fonctionnement. Maria quittait rarement le côté de Sophie, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude constante. Une semaine après l'hospitalisation, les médecins annoncèrent enfin que Sophie était hors de danger et pouvait recevoir plus de visites. Jean et Pierre décidèrent d'aller ensemble à l'hôpital cet après-midi-là, apportant un petit bouquet de fleurs et un livre sur l'astronomie qu'ils avaient trouvé dans la librairie locale. En entrant dans la chambre, ils furent accueillis par le sourire faible mais radieux de Sophie. « Oh, monsieur Jean !»« Pierre !» s'exclama-t-elle, sa voix encore rauque, mais pleine de joie. Jean sentit son cœur se serrer en voyant la fillette si fragile dans le lit d'hôpital, des tubes et des moniteurs autour d'elle. Mais ses yeux brillaient de la même curiosité et vivacité que toujours. « Regarde ce que nous avons apporté pour toi, » dit Pierre, en tendant le livre à Sophie. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent d'excitation. « Ouah! Regarde, mamie! Il y a des photos de toutes les galaxies. » Sophie feuilletait le livre avec enthousiasme, oubliant un instant sa condition. Tandis que Sophie se perdait dans les pages colorées, Jean remarqua quelque chose d'étrange dans l'expression de Pierre. Son fils semblait hypnotisé, regardant fixement Sophie avec un mélange de choc et de reconnaissance. « Pierre !» appela doucement Jean. « Tout va bien ?» Pierre cligna rapidement des yeux comme sortant d'une transe. « Je ne sais pas, papa. Il y a quelque chose de familier en elle. » À ce moment-là, Sophie leva les yeux du livre, souriant largement à Pierre. Et c'est alors que Jean vit. Le sourire de Sophie était identique à celui de Pierre quand il était enfant. Les mêmes yeux brillants, le même menton légèrement pointu. Un silence lourd tomba sur la chambre. Maria, qui arrangeait les fleurs dans un vase, s'arrêta brusquement, son visage pâle. « Maria, » commença lentement Jean, son esprit tourbillonnant de possibilités. « Depuis combien de temps exactement avez-vous adopté Sophie ?» Maria trembla visiblement, laissant le vase glisser de ses mains. Pierre le rattrapa rapidement avant qu'il ne tombe au sol. « Je ne... » balbutia Maria, des larmes se formant dans ses yeux. Pierre s'approcha de Sophie, ses yeux examinant chaque détail du visage de la fillette. « Papa, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Regarde-la. Regarde vraiment. » Jean regarda et soudain tout prit sens. Les traits familiers, la connexion inexplicable qu'il avait ressentie avec la fillette depuis le début. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Sophie regardait, confuse, d'un adulte à l'autre. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Maria trouva enfin sa voix. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. » Elle se tourna vers Jean et Pierre, des larmes coulant librement sur son visage. « Je suis désolé. J'aurais dû le dire avant, mais j'avais tellement peur. » Pierre s'agenouilla à côté du lit de Sophie, sa main tremblante atteignant celle de la fillette. « Sophie, » dit-il doucement, « tu sais que tu es adoptée, n'est-ce pas ?» Sophie acquiesça lentement. « Oui, mamie m'a dit il y a un moment. Elle a dit que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi quand j'y étais bébé. » Pierre avala difficilement, des larmes se formant dans ses propres yeux. « Sophie,
Je pense que je suis ton père. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie regardait Pierre avec des yeux écarquillés, essayant de traiter l'information. Jean avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Maria finit par briser le silence. « Cela s'est passé il y a 10 ans, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Je travaillais comme infirmière à l'hôpital. Une jeune femme est arrivée, enceinte et effrayée. Elle a accouché et a décidé de donner le bébé à l'adoption. Je n'aurais pas dû, mais je suis tombée amoureuse de cette petite fille dès que je l'ai vue. » Pierre écoutait, abasourdi. « Je me souviens, » murmura-t-il. « Anna. Nous étions si jeunes, si effrayés. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout, qu'elle trouverait une bonne famille. J'ai été un lâche. J'aurais dû rester. J'aurais dû assumer la responsabilité. » Jean posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Ah, Pierre, tu étais pratiquement un enfant. Vous étiez tous les deux effrayés. » Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin. « Alors, tu es vraiment mon père ?» Sa voix était petite, incertaine. Pierre acquiesça, des larmes coulant sur son visage. « Oui, Sophie, je suis désolé de ne pas avoir été là avant. Je ne savais pas, mais ce n'est pas une excuse. » Sophie regarda Maria. « Mamie, tu savais ?» Maria secoua la tête. « Non, ma chérie. Je savais que tes parents étaient jeunes, mais je n'aurais jamais imaginé... » « Oh, Sophie, pardonne-moi de ne pas avoir cherché plus, de ne pas avoir essayé de trouver ta famille. » La fillette resta silencieuse un long moment, son petit visage, une masque de confusion et d'émotion. Puis, à la surprise de tous, elle tendit les bras vers Pierre. Pierre hésita une seconde, avant de se pencher et d'enlacer Sophie doucement, prenant soin des tubes et des moniteurs. « Tout va bien, Sophie ?» murmura-t-il. « Tout va bien. » Jean observait la scène, ressentant un mélange d'émotions qu'il avait du mal à comprendre. Il était grand-père. Son fils, qu'il craignait avoir perdu pour toujours, non seulement était revenu, mais avait apporté avec lui une petite fille que Jean aimait déjà profondément. « Pierre, » dit doucement Jean, « tu comprends ce que cela signifie. Tout ce temps, nous aidions non seulement une fillette de la communauté, mais notre famille. » Pierre acquiesça, toujours enlacé à Sophie. « Papa, je ne sais pas quoi faire. Comment pouvons-nous réparer autant d'années perdues ?» Jean s'approcha, posant une main sur l'épaule de Pierre et l'autre sur la main de Sophie. « Un jour à la fois, mon fils. Un jour à la fois. » Maria, qui avait observé silencieusement, fit un pas en avant. « Je comprends si vous voulez que Sophie aille vivre avec vous. Elle est votre famille, après tout. » Sophie agrippa immédiatement la main de Maria. « Non, mamie, tu es ma famille aussi. Je ne veux pas te laisser. » Jean échangea un regard avec Pierre, puis se tourna vers Maria. « Maria, vous avez élevé et aimé Sophie pendant toutes ces années. Vous êtes autant sa famille que nous. Nous ne vous séparerons pas. » Pierre acquiesça. « Et nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Tous ensemble. » Sophie regarda autour d'elle, vers les visages des adultes, un sourire hésitant se formant sur ses lèvres. « Alors, j'ai une famille encore plus grande maintenant ?» Jean ne put s'empêcher de rire, ressentant un poids quitter ses épaules. « Oui, ma chérie, une famille beaucoup plus grande et qui t'aime beaucoup. » Tandis que le soleil de l'après-midi se couchait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur la chambre, Jean regarda cette scène improbable, son fils nouvellement réconcilié, sa petite fille nouvellement découverte, et la femme qui avait élevé et aimé cette petite fille pendant une décennie. C'était compliqué, c'était inattendu, mais d'une certaine manière, cela semblait parfaitement juste. Jean pensa à son père, à comment Antoine disait toujours que la famille était plus que du sang. Il s'agissait d'amour, d'engagement et d'être là les uns pour les autres. En regardant ce groupe uni autour du lit d'hôpital, Jean savait que son père serait fier. Le chemin à parcourir serait difficile, plein d'ajustements et de conversations difficiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jean ressentait une certitude profonde que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quoi. Dans les semaines qui suivirent la révélation à l'hôpital, la vie de la famille Dupont subit une transformation profonde. Sophie, se remettant rapidement, fut enfin autorisée à rentrer chez elle. Mais la question de savoir quelle maison exactement n'avait pas de réponse simple. Après de nombreuses conversations,
parfois tendue, parfois émouvante, une décision fut prise. Maria emménagerait dans l'appartement au-dessus du supermarché que Jean avait utilisé comme dépôt ces dernières années. Sophie resterait avec elle, mais passerait beaucoup de temps avec Pierre et Jean, qui vivaient à proximité. Un samedi après-midi ensoleillé, la famille se réunit pour aider au déménagement. L'appartement, bien que petit, avait été complètement rénové. Les murs, autrefois gris et sans vie, arboraient maintenant une teinte douce de bleu, la couleur préférée de Sophie. « Regarde, mamie !» s'exclama Sophie, courant d'une pièce à l'autre. « Mais il y a une chambre rien que pour moi. Et regarde la vue depuis la fenêtre. On peut voir tout le quartier. » Maria sourit, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Oh, c'est parfait, ma chérie. Parfait pour nous deux. » Pierre entra, portant une boîte lourde. « Il y a assez de place pour tous tes livres sur l'astronomie, » dit-il, posant la boîte au sol. « D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. » Il sortit un petit paquet de sa poche et le tendit à Sophie. Elle l'ouvrit avec impatience, révélant un télescope portable. « Ouah !» Sophie enlaça Pierre avec force. « Merci, papa. » Le mot « papa » sonnait encore étrange, mais merveilleux, aux oreilles de Pierre. Il rendit elle étreinte, regardant par-dessus la tête de Sophie vers Jean, qui observait la scène avec un sourire ému. Tandis que Sophie courait pour montrer le télescope à Maria, Jean s'approcha de Pierre. « Tu t'en sors très bien, mon fils, » dit-il, posant une main sur l'épaule de Pierre. Pierre soupira. « J'essaie, papa. Je me sens encore perdu parfois, mais je veux faire ce qu'il faut pour elle. » Jean acquiesça compréhensif. « C'est comme ça que fonctionne la paternité. Personne n'a toutes les réponses, mais l'important est de être présent et d'aimer inconditionnellement. » Ce soir-là, après que le déménagement soit terminé, la famille se réunit sur la terrasse du bâtiment. Jean avait préparé un barbecue, et l'air était rempli de l'arôme de viande grillée et de rire. Sophie, enthousiaste avec son nouveau télescope, pointait vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel obscurci. « Regardez, celle-là c'est Vénus », expliquait-elle avec enthousiasme. « Et là, ce groupe d'étoiles, c'est la constellation d'Orion. » Les adultes écoutaient, enchantés par la connaissance et l'enthousiasme de la fillette. Dans un moment de calme, Jean se retrouva à réfléchir aux événements des derniers mois. Le supermarché, bien qu'encore confronté à des défis financiers, était devenu un véritable centre communautaire. Les gens ne venaient pas seulement pour acheter, mais pour discuter, pour chercher de l'aide, pour faire partie de quelque chose de plus grand. Pierre, remarquant le regard distant de son père, s'approcha. « À quoi penses-tu » Jean sourit. « À comment la vie tourne. Il y a quelques mois, j'y étais sur le point de tout perdre. Le supermarché, ma connexion avec la communauté, toi. Et maintenant j'ai plus que je n'aurais jamais rêvé. » Pierre acquiesça, compréhensif. « Tu sais, papa, j'ai réfléchi. Et si nous élargissions le concept du supermarché, pas seulement comme un endroit pour acheter de la nourriture, mais comme un véritable centre de soutien communautaire. Nous pourrions offrir des cours, des ateliers sur la nutrition, même créer un espace pour que les petits producteurs locaux vendent leurs produits. » Jean considéra l'idée, ressentant une vague d'enthousiasme. « C'est là, cela pourrait fonctionner. Ce serait difficile, mais c'est exactement le genre de choses que grand-père aurait adoré, » compléta Pierre. À ce moment-là, Sophie courut vers eux, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, papi, venez voir, il y a une étoile filante. » Tandis qu'ils se joignaient à Sophie et Maria pour observer le ciel nocturne, Jean ressentit une profonde sensation de paix et de but. L'avenir était encore incertain, plein de défis et de possibilités. Mais maintenant, entouré de sa famille, à la fois de sang et de cœur, il savait qu'il pouvait affronter n'importe quoi. Le supermarché du Pont-N n'était pas qu'une entreprise. Ça a été le cœur d'une communauté, l'héritage d'Antoine, et maintenant, l'avenir d'une famille réunie. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, Jean fit une promesse silencieuse à son père, à lui-même et à tous ceux présents. Le meilleur était encore à venir. Et ainsi, sous le ciel étoilé, un nouveau chapitre dans l'histoire des Dupont et du petit supermarché qui unissait une communauté ne faisait que commencer. Alors que l'histoire des Dupont se termine, un nouveau voyage commence, non seulement pour Jean, Pierre, Sophie et Maria, mais aussi pour nous tous qui avons suivi leur parcours. Tout comme le supermarché Dupont est devenu un point de rencontre et de soutien pour sa communauté,
Cette chaîne cherche à créer une communauté de personnes qui croient au pouvoir des secondes chances, à l'importance de la famille et à l'impact que de petits actes de bonté peuvent avoir. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous êtes vu reflété dans les luttes et les triomphes des personnages, nous vous invitons à faire partie de cette communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Laissez votre like comme un signe que vous croyez aussi qu'il est possible de faire la différence, un jour à la fois. Et dans les commentaires, partagez avec nous. Quel petit acte de bonté pouvez-vous réaliser aujourd'hui pour impacter positivement la vie de quelqu'un? Rappelez-vous, tout comme Jean et sa famille l'ont découvert, parfois le plus grand trésor que nous pouvons trouver est juste là, dans notre communauté, attendant simplement que nous tendions la main. Ensemble, nous pouvons créer de nombreux supermarchés Dupont dans nos vies, des espaces de soutien, de compréhension et de croissance mutuelle. À la prochaine histoire, et n'oubliez pas, le meilleur est encore à venir.